Bon après-midi à tous. Au moment d'enregistrer ce podcast, on est l'après-midi. C'est rare. D'habitude, on enregistre le soir. Donc, ça va être avec café à la main que je vais vous présenter Simon Servant, journaliste à la presse canadienne. Également analyste, observateur au TSLH Espoir. Simon, content de t'avoir one-on-one sur le podcast aujourd'hui. Ben oui, très content d'être là. On va finir quand même à minuit environ, fait que ça va être correct. Ouais, non, il faudrait pas. Faudrait pas. J'ai beaucoup de sommeil à rattraper ces temps-ci. Faudrait pas se taper un podcast de 12 heures. Non, le but de l'épisode aujourd'hui, c'est comme on a fait l'année passée, l'exercice qui avait plu quand même aux auditeurs, et c'est de présenter, oui, des cartes cachées, mais surtout des joueurs en dehors du top 32 qui seraient intéressants à vous présenter leur profil sur le podcast. Tu sais, en version texte, en version sur Twitter et tout, des fois, on est limité dans les caractères, on veut pas trop s'éterniser dans l'analyse. Fait que je trouve ça intéressant de faire l'exercice avec Simon. Exercice que je vais faire également avec Seb et avec Pascal dans des épisodes prochainement. Fait que c'est pour que les gars vous présentent leur petite carte cachée, leur petite perle, des joueurs qui apprécient bien en dehors des top 32. Évidemment, il y a des noms de joueurs qui vont être déjà un peu connus parce que, veux pas, c'est quand même assez facile de voir des noms de joueurs circuler par-ci, par-là. Mais le but du podcast, c'est vraiment de vous les présenter en profondeur avec des analyses complètes. Donc, Simon, je te laisse la parole avec ton premier espoir que tu veux présenter. C'est un ailier droit qui évolue dans la OHL. Ouais, c'est Shamar Moses. C'est un gars qu'on a. Peut-être qu'on a entendu un petit peu parler, comme tu dis. Il a fait partie du match Est contre Ouest, donc le match des meilleurs espoirs de la OHL. Puis il avait connu quand même un bon match, là. Il était assez impliqué dans toutes les trois zones, dans les deux sens de la patinoire. Donc peut-être que son stock, son nom était peut-être ressorti un petit peu. Puis la thématique que j'ai décidé de prendre cette année pour les 5 gars que je vais présenter, c'est des gars qui ont commencé la saison quelque part et ensuite de ça, ils ont changé d'adresse ou ils ont quitté, dans un des cas, il a quitté l'Allemagne pour venir jouer en OHL. Donc, Shamar Moses, lui, a commencé la saison avec les Colts de Barrie. Puis ensuite de ça, il a été échangé au Battalion dans un échange impliquant un espoir des Oilers, un overager un peu. Donc, Shamar Moses, c'était un jeune qui était quand même sur lequel peut-être les Colts fondaient un peu d'espoir. Puis là, ben, c'était le prix à donner pour viser peut-être une longue run en série. Donc, il arrive avec le Battalion. Puis on remarque tout de suite un changement de garde. Il a commencé à produire beaucoup. Il a commencé à être. En fait, c'est pas qu'à Barrie, peut-être c'était pas le cas parce que j'ai joué 4-5 matchs, mais on dirait qu'il était à l'aise avec le Battalion. Beaucoup de puissance dans son jeu, beaucoup d'intensité. Euh, c'est un gars qui travaille, comme je l'ai mentionné, il travaillait bien dans les trois zones, travaille bien dans sa zone aussi, il est impliqué. Ce qu'on remarque de son côté, c'est aussi c'est vraiment le jeu, le talent, disons, offensif qui est là aussi. Un bon lancer, un lancer violent qui est quand même pesant. Il a une pas pire touche de playmaking aussi. Il est capable de fournir des belles passes à ses coéquipiers, de les placer dans des bonnes positions. Puis c'est un gabarit de 6 pieds 1, 203, donc selon les données qu'on a. Puis il patine bien aussi. C'est un gars qui est assez agile, capable de faire de bons changements de direction, capable d'être un peu trompeur dans sa façon de manœuvrer avec la rondelle, de façon de se déplacer. Euh, donc, c'est un joueur qui est quand même surprenant parce que oui, on en entend un peu parler, mais on dirait que dans peut-être les listes ou dans la centrale ou quoi que ce soit, il est peut-être classé un peu plus comme, mettons, quatrième, cinquième ronde, peut-être dans ce coin-là. Alors que moi, je pense qu'il y a vraiment du matériel pour peut-être deuxième ou troisième ronde, mais ce sont des gars là, que je vais présenter qui peuvent pousser pour cette deuxième ronde-là, qui peuvent être des choix intéressants. Travaille super bien le long des bandes, complète ses mises en échec. Il est capable d'utiliser ses mains aussi en espace restreint. Il est capable d'utiliser ses mains aussi dans de l'open space. Mettons, il y a la rondelle au centre, il est capable de faire mal paraître les défenseurs ou de tout simplement
se déplacer vers l'aile, essayer de contourner des défenseurs. Donc, moi, c'est un joueur que j'ai quand même beaucoup apprécié dans mes visionnements. C'est pas un joueur que j'ai regardé 15-20 fois, une dizaine de fois, un peu moins, mais il m'intéresse beaucoup pour l'instant, puis ça va être à surveiller pour la suite des choses. Malheureusement, Nordby va falloir faire peut-être un peu de travail de retour à l'arrière parce que Nordby sont en fond de classement, là, donc c'est pas viable. S'il participe aux séries, ça ne devrait pas faire long feu, donc on n'aura pas l'occasion de le voir beaucoup en série, j'ai l'impression. Ouais, du côté de Nordby, sont en reconstruction, si je me trompe pas. C'était une bonne Ouais. puissance dans la dernière année ou deux. Là, fait que ça, le cycle recommence dans le cas de Moses. Tu le projettes dans quelle sphère du repêchage à peu près, selon toi, selon ton analyse au final? Là? Ben, je ne serais pas surpris qu'il sorte, mettons, en troisième ronde, peut-être, à partir de ce coin-là. Je ne serais pas surpris, mais des fois, il y a des équipes qui tombent en amour un peu avec ces gars-là parce que c'est un bon gabarit, comme on le mentionnait, 6 pieds 1, 200, 203. Puis c'est pas un 6 pieds 1, 203 qui fait juste flotter sur la glace. Il peut avoir un réel impact dans sa façon de jouer, juste par l'intensité aussi, puis par justement le désir d'aller en échec avant le long des bandes, puis tout ça. Puis sans parler de son talent. Fait moi, je le vois un peu, j'ai l'impression qu'il pourrait être un bon gars de troisième trio. Sinon, peut-être un gars d'énergie sur le quatrième trio. Tu vas avoir besoin des gars de la sorte, puis le gabarit va peut-être l'aider comparativement à d'autres joueurs qui sont un peu plus petits, dont un que je vais parler un peu plus tard. Puis c'est ça. Des fois, tu donnes un peu plus de chance à ces gars comme ça, à ces gars-là, vu qu'ils ont un gabarit, puis il y a quand même un bon coup de patin. Donc, il va toujours trouver quand même une façon de se démarquer dans la Ligue nationale ou dans les professionnels en général. Donc, peut-être, moi, je pense que peut-être qu'il pourrait pousser dans ma deuxième ronde quand ça va être le temps de faire la liste finale. Mais si je le vois sortir en troisième, quatrième ronde, je trouve que c'est intéressant pour une équipe. Là. Et présentement, est-ce que tu penses que d'évoluer à Nordby, justement, dans une formation que c'est peut-être un petit peu plus difficile, ça lui nuit? Puis est-ce que, un deuxième volet à la question, c'est-tu le genre de joueur qu'on pourrait justement voir exploser dans 2 ans dans le junior parce que on n'a pas eu l'occasion de le voir entouré avec des bons éléments, mettons? Ben, c'est ça. Peut-être que dans 2 ans, puis c'est quand même intéressant pareil parce qu'il y a eu plus de rôles offensifs en arrivant avec le Battalion, évidemment parce qu'ils sont en reconstruction, évidemment parce qu'il y a moins de talent là-bas. Donc, ça lui a donné un meilleur rôle. Puis, je pense que c'est un gars que dans 2 ans, ça va peut-être être quand que Nordby va peut-être être rendu à la fin de son cycle, ça va être un gars, un producteur de points, un gars qui va être intense, un gars de, mettons, 19-20 ans qui va être quand même dominant dans la OHL. Il y a quelques joueurs là-bas à Nordby qui sont quand même. Ethan Prochizin, c'est un gars que l'année passée, j'avais regardé, que je ne détestais pas non plus pour la troisième ronde environ. Il y a, c'est-tu Amidovski, ou en tout cas, lui aussi, il a fait partie du match de Est contre Ouest, la OHL. Donc, il y a quelques joueurs à surveiller là-bas, mais évidemment, c'est ça. C'est pas aussi glamour qu'on a dans d'autres équipes, mettons, comme London ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça va être un petit peu de patience là, du côté de Nordby, mais je pense que Shamar Moses, il peut. Déjà qu'il retient l'attention, selon moi, cette année, je pense qu'il va pouvoir continuer à progresser dans les 2 prochaines années. Alright, passons au deuxième maintenant, et c'est un attaquant de la WHL. Probablement que les gens qui suivent les espoirs ont vu son nom passer dans les discussions. Fait que je suis curieux de t'entendre au niveau de l'analyse complète. Et on parle de David Lewandowski. Oui, David Lewandowski, c'est un joueur qui jouait dans la DEL, donc la Ligue professionnelle d'Allemagne, en fait la première division. Il jouait pour Düsseldorf. C'est un gars que j'avais regardé justement à Düsseldorf avec le billet de Sport Contract. On avait pu regarder quelques matchs avant qu'il passe dans la WHL avec Saskatoon, les Blades. Je pense que c'est un gars, je me rappelle d'avoir un peu vu son jeu au centre
Je pense aussi à la Coupe Linka Gretzky. J'essaie de me souvenir, mais c'est vraiment c'est un ailier. Dans la WHL, il joue à l'aile. Il n'y a pas de. Je pense qu'il a pris une mise en jeu cette saison. Là. Fait que c'est vraiment pas son forte, c'est vraiment pas son mandat. Quand je l'ai regardé un peu cette année, Lewandowski, il m'a donné quelques airs un peu de Frundell, Anton Frundell. Pas nécessairement par rapport au jeu au centre, mais plus, c'est pas nécessairement le pace le plus rapide, mais il est mobile. Il a un bon, en échec avant, il est solide, complète des mises en échec aussi, il est tenace. Quand tu lui donnes de l'espace pour tirer, il prend des lancers, il a un bon tir. Je pense qu'il avait marqué un but, je pense, contre les États-Unis au championnat mondial de hockey junior. Un petit tir un peu voilé dans le top net. Il est capable de prendre ces espaces-là, puis il est capable de décocher des solides lancers. Travaille quand même en puissance aussi le long des bandes. Comme je disais, l'échec avant est solide. La protection de rondelles est assez bonne aussi. Il utilise son gabarit. Ce n'est pas nécessairement le plus gros dans le sens qu'il est 6 pieds 1, 175, 180, mais il se positionne bien. Il a l'air d'être fort sur ses patins. Évidemment, on ne connaît pas ses techniques d'entraînement et tout ça, mais quand on le regarde sur la glace, c'est quand même difficile de lui enlever la rondelle. Je trouve qu'il connecte bien aussi avec ses coéquipiers. Il connecte un peu facilement. C'est pas nécessairement du playmaking qui va te faire tomber en bas de ta chaise. C'est pas nécessairement du playmaking que ça saute aux yeux, mais c'est des petites choses qui font progresser le jeu. C'est des petites choses qui font sortir un peu du trouble en défensive. Ça me fait penser un peu à du Shane Wright dans le temps. C'était pas des grosses manœuvres, les grosses feintes, les grosses passes, mais juste assez efficace pour relancer l'attaque. Puis en entrée de zone, même chose aussi. Juste un petit jeu, une petite manipulation qui fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui se libère, trouve le joueur, puis à ce moment-là, il peut avoir un tir au filet. C'est un gars qui a l'air intelligent sur la glace. Il a l'air à bien comprendre ce qui se passe. Il ne se compromet pas trop en défensive. Il n'est pas trop risqué en attaque. C'est un gars qui a l'air quand même assez stable, si tu veux, dans les trois zones. Ça m'a l'air d'un joueur avec qui les entraîneurs vont pouvoir travailler, puis avec qui ça va être plus facile peut-être de développer. Je ne m'attends pas à ce qu'il devienne un gars de top 6, mais encore une fois, est-ce qu'un joueur comme ça, troisième trio, si on regarde un peu les Joel Armia à Montréal, je ne veux pas toujours revenir au CH, mais c'est plus facile peut-être pour les auditeurs de se faire une idée. Si tu as un gars comme ça qui ne fait pas de tort, qui est capable de marquer des buts de temps en temps, qui a quand même le frame pour déranger, pour être solide le long des bandes, je pense que le Lewandowski, ça a été désigné un peu pour lui. C'est un chemin qui est peut-être tracé pour lui. Puis pour finir, au championnat mondial de hockey junior, il avait été, selon moi, le joueur le plus stable de l'Allemagne. Vous me direz que c'est pas difficile d'être le joueur le plus stable de l'Allemagne et d'être le meilleur joueur de l'Allemagne, mais le niveau de jeu n'avait pas l'air de l'intimider. Le pace de jeu n'avait pas l'air de l'intimider non plus. Il prenait des bonnes décisions. Puis lui, on va avoir l'occasion de le voir aussi en série parce que Saskatoon, ils sont, je pense, ils sont deuxième dans la ligue ou dans la conférence, peu importe, mais ils sont quand même assez hauts au classement. Donc, lui, on va le revoir un petit peu plus au fil de l'année, je pense. En fait, pour les prochaines semaines. Peut-être même à la Coupe Memorial, sait-on jamais comment ça peut se dérouler en série, là, effectivement. All right. Le troisième, puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un transfuge à plusieurs niveaux. Et c'est Liam Beamish. Puis, pourquoi je dis que c'est un transfuge, c'est qu'en début de saison, il a commencé dans la BCHL. Puis, en raison de l'entente que l'on connaît entre la NCAA et la CHL, ben, a décidé de rejoindre Sarnia dans la OHL. Dans le fond, il garde son admissibilité à jouer dans la NCAA, ce qu'il va faire à la fin de son stage junior. Donc, parle-nous, Simon, de Liam Beamish des Stings de Sarnia. Oui, Liam Beamish, c'est un gars qui... c'est un des joueurs que j'ai un petit peu moins vu par rapport à toute la gang ici. Je l'ai quand même regardé comme 6-7 fois. Là. Lui, il avait commencé la saison, comme tu dis, dans la BCHL.
Je n'ai pas regardé de match de lui dans la BCHL. Je regardais sa fiche tout au long de la saison. Il y avait 8 points en 20 matchs. Donc, peut-être que ce n'était pas nécessairement la meilleure situation pour lui. Il arrive à Sarnia. Puis là, Sarnia aussi, c'est une équipe qui est en fond de classement, donc ils ont besoin d'avoir des joueurs. Puis lui, il a rempli un rôle assez rapide au centre, un rôle assez important. On l'a vu gagner. En fait, on l'a vu dans les matchs à peu près une trentaine de mises en jeu, des fois 25-30 mises en jeu, beaucoup utilisées, un peu à toutes les sauces. Puis il y avait un bon pourcentage de réussite. Je pense que dans les dernières fois que j'avais regardé, c'était comme à 56%, 57%. Donc, ça donnait un peu des airs de qu'est-ce qu'on avait vu d'Owen Beck. Et puis, évidemment, Owen Beck, c'était 60-63%. Là, il était le meilleur de la ligue. Mais Beamish, pour un jeune de cet âge-là, c'est quand même impressionnant de voir à quel point il y a quand même une facilité côté mise en jeu. Puis, c'est un gars qui est quand même très solide en transition. Il crée beaucoup de choses en transition, fait bouger la rondelle rapidement. C'est pas un joueur qui est S-Ouest, qui va vraiment prendre le temps d'analyser les options, qui va garder la rondelle. Un peu comme Logan Cooley le faisait. On prend notre temps un peu, on regarde ce qui se passe. Lui, c'est tout de suite 1-2. On essaye d'activer le jeu rapidement. Puis lui-même, il est assez actif sur la patinoire. Suit beaucoup le porteur de la rondelle, suit la rondelle en général. C'est un peu... ça me fait penser des fois par un peu à un genre de Carter Bear version Coke Zero, là. Assez diète. Là. Il est tannant sur la glace, il y a un pace rapide, il y a un moteur. Le moteur, il roule beaucoup, mais le niveau de talent, évidemment, n'est pas il n'est pas on par avec Carter Bear. C'est la raison pourquoi il y en a un qui est peut-être classé 3e, 4e ronde, puis Carter Bear, il y a des gens comme moi qui le voient dans le top 10. Liam Beamish, c'est un gars de 5 pieds 11-ish, 180-ish. Puis sur l'avantage numérique, c'est lui qui est devant le filet, c'est lui qui est dans l'enclave. Il travaille très bien le long des bandes. Il ne s'en laisse pas imposer. Un match que j'avais vu, il a jeté des gants en plus de ça contre un joueur de 6 pieds 5, genre. Puis c'était. Puis, tu sais, je vais te dire, c'est surprenant, mais au début, il se faisait donner quelques bonnes droites, mais Beamish a commencé à sortir le piston, là, puis ça sortait aussi. Fait que le gars de 6 pieds 5 a peut-être eu. Il a peut-être fallu qu'il se calme un petit peu les ardeurs. Il ne s'attendait peut-être pas à ça. Donc, c'est un gars que je vais essayer de continuer à suivre aussi, étant donné que Sarnia est en fond de classement. Je vais essayer de le suivre pour les matchs précédents, voir qu'est-ce qu'il y en est de son jeu. Je pense que depuis un mois environ, on l'a un petit peu moins utilisé côté mise en jeu au centre. Je l'ai vu un petit peu aussi à l'aile, entre guillemets. Fait peut-être une situation où est-ce que je ne sais pas si ça va être un centre dans la Ligue nationale, mais il y a cette capacité-là de jouer au centre. Puis je trouve ça surprenant parce qu'étant donné qu'on l'utilisait beaucoup au centre, il y a peut-être un mois et demi de ça, 2 mois. Là, de le voir un petit peu moins de mise en jeu, peut-être une douzaine, une quinzaine de mises en jeu, ce qui est correct aussi, là, mais son rôle a peut-être changé un petit peu au sein de l'équipe. C'est un joueur de centre selon Elite Prospect, puis à 5 pieds 11, Simon, est-ce que tu crois que ça pourrait devenir un enjeu pour le futur de Liam Beamish pour le hockey professionnel? C'est toujours ça qui est un peu touché dans ces situations-là. Quand un joueur de 6 pieds, 5 pieds 11, 180, on se posait des questions, on s'en est posé dans le temps avec Frank Nazar, mettons, ou avec Cooley, ou même Connor Bedard, on disait il y a un plus petit gabarit, est-ce qu'il va être capable de jouer au centre? Dans le cas de Beamish, je sais, j'ai pas l'impression que ça pourrait le déranger parce qu'il est quand même, de la façon dont il joue, il y a quand même un style de centre. Il revient aider les défenseurs, il alimente la transition. Donc, il y a ce style-là un peu. Mais c'est sûr que quand tu es en confrontation peut-être avec des centres de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 200 livres ou des centres de profession, en guillemets, là, qui sont excellents, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, je le laisserais au centre, je le verrais essayer au centre, mais après,
si jamais on voit que c'est compliqué, je pense qu'il pourrait très bien se débrouiller à l'aile, étant donné aussi qu'il y a le moteur roule beaucoup, il est toujours sur le bout des pieds, on dirait. Donc, il y a une façon de venir aider l'attaque quand tu es un peu plus proche du filet, quand tu es un peu plus proche de ta ligne bleue, mettons. Tu sais, moi, j'ai pas regardé Liam Beamish, là, on se comprend là-dessus, puis sauf que dans la BCHL, tu sais, je suis quand même un petit peu ce que Quentin Miller fait cette année, puis tu sais, c'est une ligue que j'ai regardée, tu sais, notamment Bradley Nadeau lorsqu'il jouait pour les Vs de Penticton avec Edar Suniev, puis tu sais, j'ai sorti le classement présentement, puis Liam Beamish jouait pour les Silverbacks de Salmon Arm, son 5e dans la ligue. Puis tu sais, c'est le genre de ligue que la différence entre les premières équipes, les 3, 4, 5 premières équipes, puis les 15 autres, tu sais, plus basses, c'est très, très flagrant. Là. Il y a une énorme... C'est un peu comme la MHL en Russie. Là, tu sais, les Ouais. équipes de tête sont très dominantes, puis les équipes de milieu de peloton vers en bas, c'est assez ordinaire. Mais ce que je trouve intéressant à renoter de les Silverbacks, c'est que son 5e, mais avec 149 buts marqués, ce qui fait en sorte que c'est une des pires offensives de la ligue. Mais son 5e. Fait que tu sais, quand on regarde la production de Beamish, qui a 8 points en 20 matchs, puis qu'à Sarnia, ça décloche, même si Sarnia, c'est pas une puissance, il y a quelque chose à comprendre de là, c'est que la formation dans laquelle il était en BCHL était probablement pas axée sur l'offensive ou qu'il n'y avait pas les outils non plus pour exploser offensivement. Ce que là, Ouais. probablement à Sarnia, c'est plus facile à faire. Oui, ben c'est possible. Ou peut-être que c'est ça, comme tu dis, le système n'était pas favorable à l'attaque. On était un petit peu plus axé sur gagner des matchs 2-1. Fait qu'il y a une possibilité que ça nuisait peut-être. C'est peut-être une des raisons aussi qui a fait en sorte qu'il a quitté. Là. Peut-être que lui, c'était son année de repêchage. Fait que là, il s'est dit, ouais, là, je suis en train de peut-être passer d'un crack du divan. Puis je pense pas que c'est un nom qui revient beaucoup dans les discussions. Là. Je n'ai pas entendu tant de personnes parler de Beamish. Puis c'est pas qu'on veut être les premiers à parler de Beamish, mais dans le sens que c'est pas un nom qui est souvent soulevé dans les discussions à gauche puis à droite, même si je pense que c'est un joueur qui quand même qui retient l'attention pareil de certains observateurs. Là. Ouais, puis c'est le but dans le fond de l'exercice dans ce podcast-là. Fait que non, c'est très intéressant d'amener ce joueur-là dans la discussion. Si on passe au 4e, et c'est un autre joueur de la Ligue canadienne junior. En fait, c'est un spécial, Simon, Oui, Ligue canadienne. C'est ce que tu nous as exact. offert dans le podcast. Exactement. C'était ça le but, De, là. de parler des talents d'ici au Canada. C'est pas juste au Québec, mais au Canada. Ouais. Euh, le prochain, j'ai hâte de t'entendre. On dirait que je rentrais les noms dans les bannières pour faire apparaître à l'écran. Puis je trouvais que c'était un profil qui était rarement pas préféré de ta part, mais vous allez voir, mais c'est un petit joueur de centre. Puis ça m'a quand même surpris que ce soit un gars dans tes cordes. Puis c'est Lev Kadzin, un centre de Guelph dans la OHL. Ouais, mais là, c'est ça, mais il joue pas au centre, là. C'est ça le problème. Là. C'est qu'il joue à l'aile. Ok, ben là c'est ça, je me suis fié. Ouais, il est catégorisé centre peut-être dans certaines. Je sais pas qu'est-ce que tu as Ben, utilisé comme. j'ai pris les données d'Elite Prospect. Fait on va y aller OK. avec attaquant dans le taker, dans la bannière en bas, mais Ouais. explique-nous pourquoi c'est pas un centre et tout. Là, tu Ben, l'as plus vu que jouer que moi. il joue pas au centre. Il prend presque pas de mise en jeu, puis c'est pas un gars qui. C'est pas un joueur qui joue comme comme un centre. Là. Défensivement, déjà, c'est un peu compliqué aussi par moment, mais bref. Lui, dans le cas de Kadzin, c'est un joueur qui était dans la USHL, qui était pour Green Bay. Puis le pire de tout, je me rappelle d'avoir vu un match cette année de lui. En fait, je ne regardais pas lui, mais je regardais Green Bay. Puis c'était. Je regardais un autre espoir, évidemment, là, de la USHL. Puis il avait marqué un but. Donc c'était quand même. Puis c'était juste un joueur qui n'était pas sur mon radar à ce moment-là. Puis là, il est rentré. Il est arrivé à Guelph.
Puis Guelph, qui est aussi une équipe que ça va pas bien. Ils sont en fond de classement, eux autres aussi. Donc, ça aussi, c'est une tendance. Là. Il y a des équipes qui ont besoin d'avoir des influx de joueurs de talent. Puis là, Kadzin est arrivé, puis ça a été. Il a commencé à produire aussi en malade mental. Je pense que déjà, il y a comme plus qu'un point par match dans la OHL depuis son arrivée. C'est un gars qui décoche beaucoup de lancers. Il amène beaucoup de rondelles au filet. Je te dis pas toujours que les lancers, c'est les meilleurs lancers que tu vas voir, mais il n'a pas peur d'amener ça au filet. Il y a un flair offensif, que ce soit avec la rondelle sur la palette ou même sans la rondelle, de se positionner. Il lit bien le jeu, il lit bien ce que ses coéquipiers vont faire. Il est un peu sneaky. Il vient se positionner dans des endroits où il se fait oublier un petit peu. Puis là, à ce moment-là, ben, quand il reçoit la rondelle, il peut décocher des bons lasers. Il n'a pas peur de rôder près de l'enclave. À 5 et 8, on dirait justement, là, on ne s'attend pas à ce que ces gars-là ils soient si près de l'enclave. On ne s'attend pas à ce qu'ils viennent te faire du dommage. Imagine, tu es un défenseur de 6-3, 6-4, tu le vois arriver, tu te dis, bah, je vais mettre mon bâton, je vais closer le gap un peu, puis ça va être réglé. Mais non, c'est ça. Kadzin, il est intelligent, il est capable de se positionner dans des endroits un peu plus dangereux, se donner un peu plus d'espace. Puis c'est pas pour rien qu'il produit beaucoup. Puis lui aussi, c'est de la transition, beaucoup de sorties de zone en vitesse, beaucoup d'actions qui favorisent la relance. Puis encore une fois, c'est ça, c'est que soit que la rondelle sur la palette ou juste pour, encore une fois, faciliter les sorties, mais quand il y a la rondelle sur la palette, c'est vers l'avant, il attaque les défenseurs. Si jamais il utilise ses mains, si jamais tu te fais prendre un peu à contre-pied, là, ça peut être très dangereux parce que de très, très bonnes mains, des excellentes mains, il est capable de geler un peu les adversaires, les défenseurs. Des petits mouvements rapides de main, des petits mouvements de genre d'épaule, de tête, de jambes. Ça va très bien de ce côté-là. Puis c'est un gars qui est dynamique. Il a une bonne vision du jeu. Il a un bon coup de patin. Donc, les qualités offensives sont là. C'est le lancer est solide, mais aussi de repérer ses coéquipiers, de trouver ses coéquipiers, de manipuler la défensive pour justement favoriser un positionnement pour un joueur. Utiliser la deuxième vague, le fameux trailer, il est capable de le faire aussi. Donc, ça, c'est des aspects de son jeu côté offensif. Moi, je n'ai pas vraiment rien à redire de ce côté-là, du côté de Kadzin. C'est défensivement que c'est un peu plus compliqué. Tu sais, à 5 et 8, 176, c'est des problèmes qu'on a vus de la part de plusieurs plus petits gabarits. Je pense qu'à un moment donné, on en avait parlé avec Cole Caulfield aussi, si je reviens au CH, tu sais, c'est sûr, à un gabarit plus petit, c'est plus difficile de t'impliquer le long des bandes, c'est plus difficile de soutirer des rondelles. Il faut que tu sois un peu sournois, il faut que tu sois un petit peu plus malin avec ton bâton. Il n'est pas toujours bien positionné non plus, mais je le vois essayer quand même. Dans les matchs que j'ai vus, tu vois qu'il essaye de travailler en défensive, mais visiblement, le gabarit puis la procession de jeu défensive n'est peut-être pas tout à fait là. Mais si tu repêches ce gars-là parce que tu dis les skills offensifs sont très élevés, après, tu peux peut-être le modeler un peu défensivement ou peut-être le cacher, entre guillemets, puis le faire jouer avec des joueurs qui sont un peu plus responsables, qui vont peut-être moins le mettre dans le pétrin, si tu veux, en défensive. Je me trompe-tu, Simon, parce que je regarde présentement l'alignement des Gamblers de Green Bay. Puis, tu sais, au sommet des marqueurs, on a Will Zellers et Hayden Park, là, qui sont deux espoirs là, Ouais. à surveiller. Zellers est repêché par les Browns, mais Park n'a pas trouvé preneur au dernier repêchage. Puis, tu sais, il y a le jeune Yegor Shilov aussi pour le prochain repêchage. Ça se pourrait-tu qu'il y ait eu justement une trop grande congestion dans le top 6 pour un Lev Kadzin, qui avait quand même 6 points en 9 matchs, puis qui était assistant capitaine de cette équipe-là? C'est-tu justement une congestion dans le top 6, puis une incapacité justement à endosser un rôle de soutien qui a fait qu'on s'en va dans CHL à la place? C'est peut-être une raison. Peut-être aussi trop de modèles semblables aussi, peut-être des gars de finesse, des gars de main un peu. Fait que peut-être qu'à un moment donné, tu veux avoir
des styles un peu variés quand tu veux construire ton équipe, puis si tu as un objectif. Là, c'est sûr que le changement a eu lieu tôt dans la saison, fait que peut-être que c'était pas l'objectif des séries ou d'être dangereux en série de la USHL, c'était peut-être pas ça l'objectif pour l'équipe en tant que telle, mais c'est ça. Peut-être qu'un gars comme Cadine, voyant que les options étaient un peu plus difficiles, peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement le meilleur power play, il n'était pas sur le premier avantage numérique ou des choses comme ça. Lui aussi, peut-être qu'à un moment donné, ça a commencé à travailler parce que les jeunes, ils veulent se faire repêcher, puis c'est normal. Fait que peut-être qu'il s'est fait conseiller justement avec cette entente-là. En fait, le switch en tant que tel, c'est plus facile maintenant d'aller faire un petit tour dans la CHL. Il a trouvé une bonne. L'équipe n'est pas bonne, le Guelph ne sont pas très bons non plus, mais il y a une position pour lui d'aller dans le top 6, d'avoir des minutes, d'être offensivement. Tu te fais laisser aller un peu offensivement. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé du côté de Green Bay. Il n'y avait plus nécessairement de place pour lui sur le plan offensif. Puis défensivement, ben, comme tu dis, peut-être que tu veux lui donner un rôle de troisième trio, mais il n'est pas solide défensivement. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé solide. Peut-être qu'il y en a qui l'ont trouvé meilleur, mais moi, je ne l'ai pas trouvé très bon défensivement. Un attaquant comme ça, tu sais, qui rallie finesse et habileté plus individuelle, disons-le ainsi, qui mesure 5 pieds 8, tu sais, dans un repêchage de la Ligue nationale, tu sais, on s'entend, c'est des profils qui ont tendance à glisser énormément, Ouais. tu sais, jusqu'où Cadine pourrait glisser au repêchage, est-ce qu'il pourrait justement être exclu du repêchage ou il y a vraiment une équipe qui pourrait être tentée dans les rondes tardives? Ouais, moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont. Il y a un moment donné, on le dit souvent, là, c'est le facteur de risque. Là. Si tu repêches un joueur comme ça en sixième ronde, au pire, il ne joue pas dans la Ligue nationale, mais ça ne t'a rien coûté. Ça t'a coûté un choix de sixième ronde, mais les pourcentages que ton joueur de sixième ronde ait de l'impact dans la Ligue nationale, puis qu'il joue même dans la Ligue nationale, sont assez minces. Moi, personnellement, j'aurais pas de misère à y aller comme deuxième, troisième ronde de son côté. Mais évidemment, je m'attends à ce qu'il sorte peut-être cinquième, sixième ronde ou septième au pire à la limite, mais c'est sûr que ça va être un peu. Puis les équipes, des fois, on a souvent parlé de Jack Devine. Là. Jack Devine, c'est un gars qui est sorti fin de septième ronde. Puis on ne comprenait pas trop pourquoi il était sorti en fin de septième ronde. C'était pas nécessairement encore une fois, c'était pas un gars de 6 pieds 2, 220, mais il y avait il y avait du patin, il y avait du talent, tout ça. À un moment donné, je ne sais pas, il y a des équipes qui veulent avoir des profils qui sont peut-être un petit peu moins difficiles à coacher ou à développer, en guillemets. Tu aimes mieux avoir ton bon gars physique de 6 pieds 2, 220 qui va jouer sur ta 4 que de tenter un petit coup de circuit peut-être avec un gars comme ça. Tu dis, si jamais ça fonctionne, c'est un gars qui pourrait peut-être produire des points dans la Ligue nationale. Mais il y en a des équipes de plus en plus. En fait, la Ligue de plus en plus essaye de donner une chance à ces attaquants-là, mais je pense qu'il y a encore. Je pense que ça ne va jamais aller dans la direction où est-ce que ces joueurs-là de 5 et 8, 180 sont respectés au niveau, c'est à moins que tu aies un talent élite incroyable. Ouais, puis tu sais, j'écoutais une entrevue de Kent Hughes récemment avec Frank Silvervalley, puis tu sais, il expliquait que Lane Hudson, il l'avait comme talent de première ronde, puis ils ont pris le risque de le voir glisser, puis il s'était dit, tu sais, au 64, s'il est là, si on est capable, on ira le chercher là, mais reste que c'était un gars qui était classé en première ronde par le CH. Tu sais, un gars comme Jake Devine, je serais pas surpris, moi, que les Panthers l'aient eu, mettons, autour de la troisième ronde, exemple. Puis que là, ben, il voyait le draft se dérouler, puis il était comme, hey, je pense qu'on a l'occasion d'aller essayer de frapper des coups de circuit dans les 3, 4, 5e rondes, parce que Devine, de toute façon, on pense pas qu'il va sortir. Fait qu'on va étirer, on va étirer. Fait que finalement, Jake Devine sort en 7e ronde, mais tu sais, il était peut-être 3e ronde là, sur la liste des Panthers. Fait que c'est pour ça, des fois, on se dit, tu sais, oui, le résultat du repêchage n'illustre pas nécessairement comment, de un, l'équipe voit ce joueur-là,
comment les autres équipes qui n'ont pas repêché ce joueur-là le voient. Puis ça vient vraiment pas catégoriser le joueur, la ronde de sortie. Il y a toujours une stratégie de repêchage derrière ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant ce que Kent Hughes y avançait à ce sujet-là. Tu sais. Moi, c'est juste que je trouve ça. Je trouve que tu joues avec le feu des fois avec des choses comme ça. Oh oui. Parce que tu sais, si tu as Lane Hudson en première ronde ou si tu as Lev Kadin en deuxième ronde, puis que là, tu dis, ben, tu sais, on va le laisser glisser. Parce qu'à un moment donné, tu sais, on ne connaît pas les autres équipes. Peut-être que les autres équipes aussi ont Lane Hudson en première ronde. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, ouais, là, on a atteint un cut-off qu'on ne peut pas laisser aller. Puis on le sélectionne. Fait que, tu sais, je comprends que, tu sais, des fois, tu veux essayer de risquer. Tu veux aller chercher des joueurs, des profils peut-être en deuxième ronde, de troisième ronde. Puis là, tu te dis, OK, on va le laisser reculer un peu. Puis si jamais il est encore là, ça nous fait moins mal un petit peu. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que des fois, c'est jouer avec le feu. Puis, tu sais, nous autres, on en a parlé longtemps là, de Lane Hudson. Ouais, mais c'est ça. Sais-tu qu'est-ce que je pense, moi, Simon, par rapport à ça? Je pense que Kent Hughes est anonymement membre Patreon du TSLH et suit nos patentes. Tu sais, on avait Lane Hudson fin première ronde, le CH l'avant première ronde, on disait qu'il allait probablement sortir en deuxième, ils sont allés le chercher en deuxième. Puis dans la même entrevue, il a dit qu'il y avait Jacob Fowler en deuxième ronde, puis ils se sont dit, hey, si on est capable d'aller le chercher en troisième, on va l'avoir. Puis Fowler, on l'avait haut aussi. Fait que tu sais, moi je pense que... On le salue, là. On le salue. Salut, Kent. Merci pour ton forfait rugueux. Ça nous fait plaisir de t'envoyer des game reports à chaque mois, mon Kent. En passant, c'est que de l'humour. On pense vraiment pas que le Canadien consulte nos affaires. Là. Oui, là, c'est ça. Il faut le mentionner, là, parce que sinon, ben là, on va c'est se faire canceller. Hors contexte, on a l'air fendant, mais non, c'est vraiment juste pour le plaisir. Hey, je reviens, Simon, sur David Lewandowski. Parce que, tu sais, Beamish, de la façon qu'on en parlait, on pouvait peut-être le projeter milieu du draft, peut-être plus troisième ronde à peu près. Mais Lewandowski, je t'ai pas posé la question, puis je trouve ça intéressant à poser, à savoir où est-ce que tu le projettes au repêchage, parce que des fois, on écoute certains organes de scouting, puis il s'approcherait peut-être du top 32. Là. Fait que, y a-tu des chances que ce gars-là se ferait un chemin pour la première ronde? Ben, sérieusement, il y a peut-être une possibilité, oui, qu'il se ferait un chemin pour la première ronde. Moi, je l'avais en mi-deuxième ronde quand on a fait notre mid. Puis la raison, dans le fond, pourquoi il y a une possibilité pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'à partir d'un certain rang, ou peut-être mettons, on va dire le top 20 ou quelque chose de ce genre-là, sont toutes pas mal interchangeables. Tu pourrais aller ramasser un gars que tu as, mettons, tu vois quelqu'un, il y a, je dis n'importe quoi, Lewandowski 53e sur sa liste, puis il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais il est-tu vraiment moins bon que bien des joueurs qui sont dans le top 32, fin top 32, qui sont, il est-tu moins bon que Nathan Bain, il est-tu moins bon que Ish Wozniak ou des gars comme ça? Fait que, tu sais, il y a une discussion. Je pense qu'à partir de peut-être le top 20 en montant, je pense que ça va être un petit peu. C'était un peu canné, entre guillemets. C'est un peu. Il y a des joueurs qui sont quand même assez implantés dans le top 20, tant qu'à moi. Mais après, oui, je pense que Lewandowski, de la façon dont il joue, la façon dont. Tu sais, la transition, elle a été bonne. Il joue bien en plus de ça aussi dernièrement avec Saskatoon. La transition s'est bien faite. Il a vécu un peu le hockey professionnel aussi en Allemagne. Donc, il y a peut-être un peu d'expérience par rapport à ça. Il y a un style de joueur, comme je l'ai mentionné, qui a l'air d'être capable, que les entraîneurs n'auront pas de difficulté à le développer. C'est ce genre de joueur, je verrais en mi-deuxième ronde, peut-être début deuxième ronde, et puis peut-être pousser fin de première ronde. Je ne sais pas, moi, de mon côté, si je vais l'avoir dans mon top 32, je ne penserais pas. Mais c'est un candidat intéressant. C'est un candidat intéressant. Puis il y a un gabarit aussi qui est quand même appréciable. Fait que si tu dis dans la Ligue nationale, il atteint le 6 pieds 1, 6 pieds 2, 190, 195. Ça commence à être
c'est taxant un peu jouer contre des gars comme ça, surtout quand lui est intense dans l'échec avant, puis le long des bandes. Fait, toujours un moyen peut-être de se faufiler à ce moment-là. Alright, dernier et non le moindre, c'est un joueur qu'on a entendu beaucoup. J'ai hâte de t'entendre parler de lui. C'est ça me semble être un projet. Fait que tu pourras me le Oui. confirmer ou me l'infirmer. Et tu pourras aussi me corriger sur la prononciation de son prénom. Aoxi Wang. Ouais, c'est ça. C'est pas la bonne prononciation, là. Fait que, non, c'est Aochi Wang. Puis en Aoxi fait, Wang. Aochi, ouais. Puis en théorie, en plus de ça, les Chinois, eux, ils prononcent le nom de famille en premier. Donc en théorie, ça devrait être Wang Aochi, mais passons là, pour le cours de mandarin. Là, puis, ouais, Aochi Wang, un défenseur gaucher, vous le voyez, le gabarit, là, les mensurations 6'6, 2'10, 2'15. Tu le vois rapidement, là, ça fesse. Là, un défenseur comme ça. Puis il jouait dans la OJHL avec King Rebellion, qu'on a. Je pense que c'est dans la région de Toronto. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais bref. C'est une équipe quand même assez de renommée dans la région de Toronto. Quand tu le regardais jouer dans la OJHL, tu voyais qu'il était une coche sur pas mal tout le monde. Défensivement, pour un défenseur, en fait, j'ai regardé 2 matchs dans la OJ, puis dans les 2 matchs que j'ai regardés, tu voyais que défensivement, il était stable, là, il faisait le ménage, il intimidait un peu, il était physique, il bousculait le long des bandes. Le devant du filet aussi, ça passait pas beaucoup. Bon gap, bon bâton. Puis là, tu ajoutes à ça une solide mobilité. Là, il patine très bien quand même pour son gabarit. Un très bon coup de patin. Quand il y avait la rondelle sur la palette, il voyait des espaces. Let's go en transition. Il transportait la rondelle. Il n'avait pas peur de manœuvrer, traverser le centre, aller se positionner en zone offensive. Un peu de patience aussi. Il attendait vraiment que ces gars soient placés. Puis, avec ce gabarit-là, c'est normal aussi que si, mettons, tu rentres en zone, tu ne vois pas tes options, tu fais un petit tour sur toi-même, tu es capable de sortir la jambe, tu es capable de protéger la rondelle, puis tu es capable de te repositionner sur la ligne bleue, puis faire du tight roping après, puis essayer de trouver des options, revenir au centre, décocher des lancers. Il y avait un bon tir sur réception. Ben, il y a encore un pas pire tir sur réception, là, on s'entend, mais dans la OJHL, ça causait des retours. Il y avait un bon lancer aussi, général, un tir des poignets qui donnait de la difficulté aux gardiens. Puis là, quand il est arrivé dans la OHL, là, la transition, elle a été un peu plus compliquée. Là, je pense qu'il a joué une trentaine de matchs. Là, puis j'en ai quand même regardé, je n'ai pas regardé 30 matchs dans la OHL, mais j'en ai regardé plusieurs. Puis tu vois que défensivement, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a perdu un petit peu plus de son jeu défensif. Les joueurs de la OHL étaient un petit peu moins intimidés par lui. Il coupait quand même plus au filet. Il était un petit peu plus, ça bataillait le long des bandes. Il était un peu plus tenace, les joueurs adverses. Je pense qu'il a réussi à se faire, en fait, il s'est fait exploiter un petit peu plus. Même s'il est mobile, même s'il a un bon bâton pour le gap, les joueurs, ils n'étaient pas gênés d'aller de son côté, ils n'étaient pas gênés de le forcer à faire des pivots. Puis de le forcer à revenir devant le filet, puis vraiment couper cet espace-là vers l'enclave. Enfin, je pense que ça a été un petit peu plus compliqué à ce moment-là pour Wang. Puis avec la rondelle, tu te rendais compte aussi que la seconde de plus qu'il y avait dans la OJHL, ça faisait la différence. Parce que là, dans la OHL, il est un petit peu plus à risque, un petit peu moins de création offensive, un petit peu plus nerveux sous pression. Je ne dis pas que c'est tout pas bon que ce qu'il fait. Il y a encore des flashs avec de la belle transition. Il y a encore des flashs où il vient se porter à l'attaque un petit peu. Mais je pense qu'on lui a demandé peut-être d'être plus prudent, de rester vraiment. C'est vraiment un défenseur que moi je caractérise défensif, alors que dans la OJ, il y avait peut-être une possibilité de le voir comme un gars qui vient amener de l'attaque secondaire en défensive, là, peut-être 25-30 points, puis
qui vient créer un peu plus d'attaque. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un projet défensif. C'est un gars qui va être plus dans le spectre physique du hockey défensif. De pas nécessairement. On en avait vu un peu avec Silaïev, on avait l'impression que c'était ça un peu. C'était plus le gars qui était taxant défensivement, qui avait de la mobilité. Mais dans certains cas, il y en a d'autres qui voyaient de l'attaque en lui. Moi, je trouvais que l'attaque était un petit peu moins visible. Il venait moins s'amener en quatrième, comme quatrième homme ou en deuxième vague. Il attaquait un peu moins les espaces. Donc, j'ai l'impression que ça va être ça du côté de Archie Wong parce que je ne le vois pas développer beaucoup d'attaques, même s'il y a certaines habiletés, habiletés avec la rondelle, puis quand même des mains qui sont agiles. Moi, je le verrais. Je sais qu'il y a une équipe qui va. J'ai comme l'impression qu'il y a une équipe qui va le repêcher en première ronde. Mais moi, c'est plus fin deuxième, début troisième pour moi en ce moment. Puis ça, c'est peut-être encore une fois, c'est un problème pour moi là, parce que ce profil-là de défenseur défensif un peu, on a souvent eu des discussions par rapport à ça dans les dernières années. C'est un type de joueur qui, je trouve que ça aide beaucoup une équipe, mais en même temps, il faut que tu leur trouves la bonne chaise parce que s'ils ne sont pas capables d'être solides défensivement puis d'élever le jeu défensivement, ils ne peuvent pas t'amener grand-chose à l'attaque. Alors que si tu as un attaquant offensif comme, mettons, Zane Perek, ça va peut-être t'en coûter défensivement par moment, mais sauf qu'il va peut-être te donner 70 points. Tu vas peut-être avoir un retour du balancier, mais de l'autre côté. Fait que j'ai toujours eu des problèmes avec ça, les défenseurs défensifs. Mais c'est ça. Ça fait partie de mon évaluation aussi personnelle, là, mon introspection. Est-ce que, parce que c'est un nom qu'on a vu passer là, sur la twittosphère et auprès de plusieurs organes de scouting, j'ai l'impression que le prototype 6 pieds 6, 212, c'est un défenseur, c'est un joueur de hockey qui vient de la Chine. L'histoire est tellement belle, puis en plus, dans la OGHL, il produisait. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'excitation avec le profil d'Archie Wong. Et là, ce hype-là est peut-être disparu depuis son arrivée dans la OHL. On n'entend presque plus parler de ce défenseur-là. C'était comme un peu une saveur du moment. Mais je t'écoute parler, Simon, puis dis-moi si je me trompe, est-ce qu'on est en train de voir un peu le scénario d'Dean Letourneau se dessiner en Archie Wong? Écoute, c'est peut-être une possibilité. On voit un joueur avec un très gros gabarit, puis tu sais, tout à l'heure, on parlait des petits joueurs, à quel point il y avait un préjugé peut-être défavorable sur ces joueurs-là. Puis là, les directeurs généraux, des fois, ils n'apprennent pas. Puis ils voient un joueur de 6 pieds 6, 6 pieds 7, peu importe. Puis là, ils se disent oh, tabarouette, il y a déjà de gros gabarits, on peut l'aiguiller, on peut le développer. Il est mobile. Fait que, il y a des choses qui sont déjà visibles. Puis on a l'impression que le chemin du développement est plus facile parce qu'il y a déjà certains aspects de son jeu qu'on n'aura pas besoin de travailler. Mais ça reste que dans le cas de Wang, j'ai l'impression que oui, il y a eu un moment où il est arrivé dans la OHL, puis on a voulu montrer à quel point, ouais, il est donc bon, puis tout ça. Puis c'est correct au début, mais à un moment donné, je pense que là, on s'est rendu compte que, ouais, c'est la OHL, il y a une raison pourquoi c'est une coche en haut de la OJ. C'est parce que c'est ça, les joueurs, ils sont là. C'est la meilleure ligue junior au monde, là, probablement, la OHL. Fait que ça prend d'avoir de la qualité, ça prend d'être. Tu peux être un bon joueur de la OHL, tu sais, c'est correct, là, mais c'est juste que quand c'est le temps de te faire repêcher, il faut que tu ressortes un peu aussi. Puis là, j'ai l'impression que dans le cas de Archie Wong, c'est qu'il y a des qualités indéniables. Tu sais, le gabarit est là, le jeu physique, la mobilité. Je pense qu'il y a un bon lancer, c'est juste qu'il y a peut-être moins l'occasion de s'en servir à Oshawa. Mais est-ce que ce que tu vois de lui en général, est-ce que quand tu le regardes jouer, tu te dis ça mérite un choix top 20, mettons? Moi, je le vois pas. Je le vois pas comme ça. Mais ça enlève, encore une fois, ça n'enlève pas ses qualités. Tu sais.
E.J. Emery, l'année passée, on disait ça. E.J. Emery, on disait, il n'amène pas d'attaque, mais le monde, il disait, ouais, OK, il y a de la mobilité, il n'est pas pire pour les premières passes, il est capable de jouer physique. Puis il a été quand même sélectionné, je pense que c'est mi-deuxième ronde, ou en tout cas, peu importe. Je sais pas, moi, c'est pas ma philosophie à moi. Puis, mais je ne suis pas directeur général. Fait que c'est pas à moi à prendre cette décision-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont regarder attentivement ce gars-là, Auchi Wang, puis ils vont dire c'est un choix de première ronde. Nous, on va le développer. Puis des fois, c'est sûr, il y a un peu d'ego là-dedans aussi. Là. Nous autres, on va le développer. Là. Nous autres, on va l'amener comme un joueur de première paire ou quoi que ce soit. Puis c'est bien correct, mais il y a rien. Le scouting en général, il n'y a rien de certain là-dedans. Même si tu repêches quatrième ou en sixième ronde, on ne sait jamais pareil ce qui peut arriver. Fait, de son côté, j'ai l'impression qu'on voit un peu ça aussi. Là, un peu le wow qui est gros puis grand, puis qui est mobile. Le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il est mobile. C'est pas un problème. Encore une fois, je veux pas avoir l'air de le tracher, mais c'est un défenseur qui est gros, qui est grand, qui est mobile. Fait que déjà, tu as le prototype que les directeurs généraux regardent. Mais moi, je le verrais plus fin deuxième ronde, début troisième ronde. L'année passée, pour conclure avec le parallèle que je faisais avec Dean Letourneau, c'est que Letourneau, l'année passée, ça a été ça. Ça a été le gros attaquant 6 pieds 6-7 qui est capable de patiner, qui a un excellent tir. Mais il jouait dans les prep schools. Puis, pour l'avoir regardé dans les prep schools, là, je veux dire, c'était un homme avec des bambins là, à 6 pieds 6, 6 pieds 7. Les gars faisaient tous 5 pieds 6. Il y avait un pied de plus sur tout le monde. Puis, en portée avec son bâton, c'était multiplié par 2, 3. Fait c'était facile pour lui de jouer dans les prep schools puis de s'illustrer. Puis quand moi, les matchs qu'il a joué dans la USHL à son année repêchage, j'ai pas particulièrement trippé sur son prototype. Puis tu sais, on connaît la finalité versus le repêchage. Les Bruins de Boston l'ont sélectionné au premier tour. Puis tu sais, c'est difficile là, cette année en NCAA, là, à Boston College, là, c'est plus que difficile même. Fait je veux pas non plus dire que Letourneau est un bust, mais sa courbe de progression n'est pas nécessairement à l'endroit où ce que les gens le présageaient quand il jouait dans le prep school. Fait que c'est pour ça que je me demande, on est-tu en train de voir exactement la même chose avec Wang? T'sais, un gars que dans la OGHL avait le gabarit pour dominer tout le monde, mais maintenant, dans une ligue plus talentueuse, les carences ressortent. Puis, ben, ça se peut que quelqu'un tombe en amour avec ça, mais qu'au final, on se rende compte que c'est tout simplement sa courbe de progression. Il était peut-être pas rendu là dans la OHL, puis que c'était camouflé par son gabarit. T'sais. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y a des. Tu sais, il y en a des joueurs, des fois, que tu regardes, mettons. Je me souviens de Cale Makar, mettons, dans la AJHL. Tu sais, Cale Makar, il jouait dans un niveau plus faible. La AJHL, c'est plus faible que n'importe quelle autre ligue du Canada, là, OHL, la Q puis la WHL. Mais Cale Makar, quand tu le regardais sur la glace, il faisait des choses que personne d'autre dans la ligue faisait, puis que tu pouvais même regarder des gars de la WHL, puis là, tu disais, OK, mais tabarouette, c'est juste son contrôle de rondelle, son patin, tu sais, les fameux 10-2, puis tout ça, là, il était menaçant à toutes les fois qu'il y avait la rondelle sur la palette. Il était menaçant à toutes les fois qu'il rôdait dans des endroits, un peu comme Matthew Schaefer le faisait dans la OHL, il est blessé, mais c'est la raison pourquoi des fois tu te dis, OK, le niveau il est moins bon, mais même s'il a l'air peut-être de prendre ça pas à légère, mais peut-être une petite coche de moins, le niveau, il s'ajuste peut-être au niveau. Ce qu'il fait avec la rondelle, ce qu'il fait sur la patinoire, c'est élite. Puis là, dans le cas de Wang, mettons, puis même les tourneaux, c'est que là, dans ce niveau-là qui était plus faible, c'est intéressant que ce qu'on voyait, mais c'était pas élite tant qu'à moi. C'était juste tu profites du niveau, c'est bien, mais il n'y avait pas de choses. Quand je regardais les deux matchs que j'ai regardés de Wang en OJHL, je ne voyais pas de l'élite dans son jeu. Je voyais un gars qui était bon, qui profitait de ce niveau-là pour vraiment
imposer le respect, là, puis vraiment élever son jeu. Mais là, on le voit dans la OHL, c'est un peu plus difficile. Alright, très intéressant, Simon, comme exercice. J'adore faire ces petits podcasts-là à chaque année pour que vous nous présentiez des joueurs un peu plus méconnus, mais que leur nom circule des fois sur les plateformes, puis qu'on veut en ajouter davantage sur leur profil. Ouais. Très beau tour des 5 que tu avais à nous présenter, Simon. Puis je rappelle à ceux qui nous écoutent, l'exercice va être fait également avec Seb et avec Pascal sur le TSLH podcast. Simon, ben, avant de quitter, si les gens qui nous écoutent, si vous voulez voir des vidéos d'observation en temps réel de certains espoirs du repêchage 2025, donc des matchs commentés par Simon, n'hésitez pas à consulter sa chaîne YouTube. Le lien va être dans la description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou à l'audio. Le lien va être dans la description. Fait allez consulter son contenu, c'est toujours très intéressant. Puis Simon, nous autres, d'ailleurs, je vais plugger sur le podcast. Si ce n'est pas déjà fait, allez sur le compte Twitter à Simon puis allez lire le texte sur les statistiques avancées qui est sorti sur le site d'RDS. C'est à la suite d'un entretien avec Pascal Vincent. C'est vraiment intéressant là, pour les amateurs du Rocket puis amateurs de hockey en général. C'est beaucoup de bons points qui ont sorti de ça. Là. Fait que très, très beau travail, Simon, d'ailleurs, sur ce texte-là. Ouais, merci. Ben, écoute, je donne le crédit aussi à Pascal Vincent parce que ça a été une belle discussion. Puis c'était genre style discussion autour d'une bière, mais il savait qu'il allait avoir un texte qui s'en venait avec ça. Fait qu'il a été complètement livre ouvert, c'est pas gêné. Puis, ben, c'est ça. Je l'ai remercié évidemment à ce moment-là, mais c'est grâce à lui aussi pourquoi on a du bon contenu. Là. Yes, fait qu'allez consulter le site. Le texte est sur le site d'RDS, mais si vous voulez avoir un accès direct, il est sur le Twitter également de Simon Servant. Donc, Simon se revoit prochainement. Ben, les listes finales vont sortir éventuellement pour le TSLH Espoir. Puis, il y a le War Room, évidemment, qui va s'en venir à la fin de la saison. Donc, merci d'être passé sur le podcast, Simon. Puis, pour les auditeurs, on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast.